que c'est la fin. Et oui, bienvenue dans un Cinéma Shop pour le moins crépusculaire, puisqu'il s'agit non seulement du dernier Cinéma Shop de l'année 2017, mais également du dernier Cinéma Shop tel que vous le connaissez aujourd'hui. Et quoi de mieux qu'un dernier épisode pour aborder les thèmes de la mort et de l'insignifiance de notre existence? Non, je vous rassure, on va parler cinéma aussi, avec les 10 films que j'ai vus entre octobre et décembre. On est donc parti pour le dernier Cinéma Shop. Check this. Ah oui, avant de commencer, j'espère vraiment que vous voulez m'entendre parler de Justice League et de Star Wars 8 parce que j'ai vraiment un paquet de trucs à dire sur ces films. Voilà. 10. On commence en douceur avec le dernier film de Steven Soderbergh, le réalisateur des Oceans. Voilà. Et de Magic Mike aussi, ouais. Alors que les précédents Cinéma Shop voyaient des films que je trouve pas terribles, voire bien merdiques en bas du classement, celui-ci voit en dernière place un film que j'ai trouvé simplement moyen, ce qui présage donc du très bon pour la suite, hein, on est d'accord. Voilà. L'instant résumé. Alors ben, ce sont des ploucs qui font le braquage d'un coffre-fort d'une compétition de sport de ploucs, quoi. Pour faire vite, j'ai vu un film de braquage tout à fait distrait. Oh, salut Kylo, qu'est-ce que tu fais là? La vie de criminel pour moi, c'est fini. Ah ouais. Ah bah il doit être vachement court Star Wars 8 alors. Je disais donc, j'ai vu un film de braquage tout à fait distrayant mais en fin de compte assez vide avec de nombreuses longueurs. Et pourtant on m'a vendu ce long métrage comme étant la meilleure comédie de l'année. Les gens disent ça. Ouais c'est dingue hein. Mais rien que pour la performance de Daniel Craig que j'ai enfin vu dans un autre rôle que celui de James Bond, ça vaut le coup. Il y est vraiment marrant et son doublage français n'est pas en reste. Je suis incarcéré. Ouais j'ai pas le choix de le voir en français mais franchement ça passe très bien. On mate pas. Mais si en soirée dans son canapé ça passe bien. Et on ne mate pas. Ok bah comme tu veux hein. 9. Bienvenue à Suburbicon est un film scénarisé par les frères Coen et réalisé par George Clooney. What else? Oui, je précise que le film a été scénarisé par les Coen car je suis absolument fan de ces frangins. Je connais peu George Clooney en tant que réal, n'ayant vu de lui que Good Night and Good Luck et dorénavant bienvenue à Suburbicon. Je suis par contre beaucoup plus familier des frères Coen qui multiplient les cascades de producteurs, réalisateurs, scénaristes et même monteurs de leurs films. C'est la casquette en cas de visière. Les Coen excellent dans l'art de la comédie noire et du thriller, alternant les genres au gré de leurs films ou bien les combinant pour donner des ovnis hyper bien ficelés, des bijoux d'écriture, de réalisation et de jeu d'acteurs. Car même si les acteurs fétiches des frères Coen sont de base excellents, les directions que leur donnent les Coen font ressortir le meilleur de ce qu'ils peuvent donner. Tu vois ce qui se passe, Harry? Tu vois ce qui se passe quand on veut niquer les gens? Voilà ce qui se passe! Tu vois ce qui se passe, Harry, quand on veut niquer les gens jusqu'au trognon? George Clooney n'a jamais été aussi clownesque que dans leurs films et si vous pensez que Nicolas Cage joue comme un pied, je vous invite vraiment à regarder Arizona Junior. Et je t'annonce une bonne nouvelle, je vais être un meilleur mari, un meilleur père, parole! Ah non mais on te demande juste de mieux choisir tes films, c'est tout. Beaucoup de leurs films racontent l'histoire de gens simples, dépassés par les événements qu'ils ont eux-mêmes provoqués. Des gens dont la bêtise les amène à commettre des actes irréparables qui créeront une réaction en chaîne désastreuse. Bref, on pourrait faire toute une émission sur eux et leur filmographie, mais en tout cas, sachez que les Coen sont de vrais auteurs dans le sens le plus pur du terme. Ils ont une vision, des thèmes, des gimmicks et des propos qui leur sont propres, qu'importe le genre dans lequel ils s'illustrent. Comédie, thriller, polar, western et j'en passe. Et donc voilà que George Clooney, un des acteurs préférés des frangins Coen, réalise un film écrit et produit par eux. Mon excitation était donc palpable. Oh putain! Et donc on est bien là dans un scénario à la Coen, une comédie noire ou un thriller à l'humour grinçant, c'est comme vous voulez, qui prend place dans une banlieue américaine reflet de l'idéal de ce pays, le fameux American Dream, et qui voit sa communauté et son apparente utopie voler en éclats au moment où une famille noire s'installe dans le quartier. C'était l'instant résumé. Pourtant, on s'attarde moins sur le sort de cette famille que sur le drame qui secoue la famille de... qui campe ici un père autoritaire et retors très bien joué. D'ailleurs, le reste du casting est également très bon, qu'il s'agisse de Julianne Moore, qui a joué dans The Big Lebowski des Coen, Oscar Isaac, qui a joué le rôle principal dans Inside Llewyn Davis des Coen, ainsi qu'un petit nouveau, Noah Jupe, qui tient finalement le rôle principal du film et qui est vraiment crédible. On retrouve dans ce film les petites gens pas douées, les blagues particulières et pinces sans rire sur la religion juive, les personnages à la moralité douteuse, même s'ils sont du bon côté, bref, tout ce qui fait le sel d'un bon film des Coen. Par bien des aspects, Bienvenue à Suburbicon m'a fait penser à l'excellent Fargo. Mais voilà, même s'il s'agit de leur scénario, Bienvenue à Suburbicon n'a pas été réalisé par les Coen. Et c'est bien dommage car il aurait très certainement gagné en équilibre et en recul. Je m'explique. T'es prêt, Georges ? Si je reprends l'exemple de Fargo, les Coen utilisent l'humour noir et cynique de manière exemplaire pour dédramatiser l'intrigue. Ils ont une façon de faire jouer les acteurs, de mettre en scène et de filmer qui rend les scènes les plus tragiques très pathétiques, proches de l'absurde et donc drôles, de façon très grinçante.
Oh punaise. Fargo est une farce certes sombre, mais une farce quand même. Dans Bienvenue à Suburbicon, on ne sait pas sur quel pied danser. La violence y est souvent trop démonstrative ou trop stressante, et en fin de compte, on assiste plus à un thriller un peu creepy qu'à une vraie satire de la société. Désolé Georges, la pilule est peut-être dure à avaler, mais c'est censé ce que je dis, non? Bref, Bienvenue à Suburbicon, malgré une ou deux points d'humour par-ci par-là, est beaucoup trop premier degré à mon goût. Cela dit, pour finir sur une note un peu plus positive, on assiste là à une réflexion intéressante, bien que convenue, sur l'Amérique de Trump. Non mais ça va là, j'ai le droit, c'est pas de la politique de chez nous. Bref, à défaut d'avoir pris mon pied devant Bienvenue à Suburbicon, j'attends le prochain film de mes réalisateurs adorés avec impatience. 8. Voici donc Coco, l'histoire de Gad Elmaleh qui fait du mal au cinéma français. Allez, super van, je suis vraiment trop drôle, c'est bon, on enchaîne. Et donc on enchaîne avec le vrai Coco, l'histoire vraie d'une grande couturière française. Putain, qu'est-ce que je suis hilarant! Donc voici Coco, dernier né des studios Pixar, qui nous raconte donc l'histoire de... Attendez, c'est quoi cette musique? Bon, alors, attention parce que là je vais parler avec mes tripes. Bien entendu, Coco n'est pas un mauvais film, c'est même une sacrée claque que Pixar nous met, comme souvent. Ouais bon, il en faut pour tous les goûts, hein. L'intrigue de Coco est convenue mais solide dans sa construction, tout comme ses personnages avec un thème centré sur la famille. Pour la famille. Bref, c'est pas parce que c'est du déjà vu que c'est inefficace. Mais ce qui m'a vraiment bluffé dans ce film, c'est sa qualité visuelle absolument dingue avec l'utilisation de focales et de profondeur de champ que je ne me rappelle pas avoir déjà vu dans un film d'animation. Les couleurs, les textures, les visages de certains personnages comme la grand-mère Coco sont vraiment ouf. Bref, en termes d'image et d'animation, c'est une dinguerie. Et pourtant, Vaiana avait déjà fait très fort. Mais bon, je me trouve bien là dans le syndrome La La Land. Ce film ne m'a pas touché autant qu'il aurait pu pour la simple raison que je ne suis pas du tout familier ni attiré par le folklore mexicain. Question de goût. Bref, l'univers du film ne m'atteint pas. Mais la principale raison qui ne m'incite pas à revoir ce film est bien plus profonde, car même si la fin de Coco est des plus optimistes, Pixar et film familial oblige, elle a malgré tout fait ressurgir en moi tout un tas d'émotions et d'angoisses que j'aurais préféré ne pas voir ressurgir. Ouais, il faut que je vous l'avoue, la vieillesse me fait peur et la mort me terrifie. Voilà pourquoi je suis content d'avoir vu ce film et que je ne veux pas le revoir dans l'immédiat. Cela dit, je vous le conseille vraiment pour toutes les raisons que j'ai citées précédemment. On est là face à un excellent dessin animé et un très bon Pixar. Chapeau bas. Ah oui, au fait, à la fin du film de votre vie, vous mourrez. 7. Kingsman, le Cercle d'Or, la suite de cette parodie déjantée de James Bond, toujours réalisée par Matthew Vaughn, à qui l'on doit également le premier Kick-Ass. D'ailleurs, Kick-Ass et Kingsman, qui sont donc réalisés par le même homme, Matthew Vaughn, sont des adaptations de deux comic books de Mark Millar, à qui l'on doit également d'autres histoires comme Wanted ou Old Man Logan, elles aussi adaptées à l'écran, mais pas par Matthew Vaughn. Voilà, ça c'est pour la petite anecdote qui vous fera briller au dîner mondain. L'anecdote qui vous fera briller au dîner mondain. Kingsman, le Cercle d'Or est amusant. On est toujours ici dans le foutraque et l'exubérance avec toujours ce petit fond de réflexion sur notre société à l'instar du premier film. Seulement, à force de vouloir surpasser le premier opus, le Cercle d'Or finit par s'auto-parodier et surtout à utiliser des effets qui vont très mal vieillir. J'y ai pas vu de scène vraiment mémorable contrairement au premier et même si mon seuil de tolérance est assez élevé, comme ce Kingsman va encore plus loin que le premier dans le foutraque, je me demande s'il ne va pas trop loin. En fin de compte, le Cercle d'Or est assez vulgaire. Ceci était un message de papy vieux con. Bref, Kingsman, le Cercle d'Or, marrant sur le moment, mais vite oubliable. 6. Au revoir là-haut, la suite et la fin de ce superbe long métrage de Pixar. Cette blague était vraiment marrante. Au revoir là-haut, une fable moderne prenant place après la Première Guerre mondiale qui nous est magnifiquement contée par Albert Dupontel. Dupontel confirme son statut de grand réalisateur français que j'avais personnellement découvert avec Enfermé dehors. C'est pas mal. Il a son univers à lui, sa façon de faire et de montrer les choses qui lui sont propres et qui fonctionnent à fond sur moi. Dans Au revoir là-haut, Dupontel s'éloigne de l'humour assez cartoon de ses précédents films, mais il y garde la poésie qu'il maîtrise si bien. Les décors et les costumes sont magnifiques, l'histoire est prenante et les acteurs au top. Ceux qui pestent contre le cinéma français ont plutôt intérêt à voir ce film. Et c'est pas le seul. 5. La review de Thor Ragnarok vous est exceptionnellement présentée par le Rassemblement des Américains qui s'en foutent. Nous vivons décidément une époque formidable. On va écrire Thor Ragnarok après avoir consommé des stupéfiants. Ouais, des stupéfiants. Allez, on va miner ce qui a été construit dans Thor 1 et Thor 2. Ouais, mais ça c'est pas très grave. On écrit un scénario de 2 lignes, on le remplit de vide. Ouais, Max. On s'en fout que les acteurs jouent comme des gamins dans un bac à sable. Un bac à sable, des gamins. Des vannes visibles à des kilomètres. Que les vannes, des amorces, des moments épiques qu'on n'est pas dans Star Wars. Ouais, mais Star Wars ça appartient à Disney. Que tout le monde fasse des vannes.
On fout des stars dans des rôles débiles. On se fait en mode gardien de la galaxie parce que c'est pop de l'heure du temps, ça marche. La galaxie, ouais. On fait ce combat de super-héros d'un film parce que c'est pop de l'heure du temps, ça marche. On utilise le célèbre morceau de drogue de foie parce que c'est pop, c'est l'heure du temps, ça marche. Adapter la Super Beastar Planet Hulk, mais sans adapter la Super Beastar Planet Hulk. Faut je l'ai pas lu. Moi non plus. Thor, on lui chie dessus. Tout le monde s'en fout de Thor, on s'en fout, on en a rien à foutre, nous. Tout le monde s'en fout de Thor, on s'en fout, on en a rien à foutre. Bref, Thor Ragnarok c'est fun. Bon, c'est bon, je peux continuer? Donc Thor Ragnarok c'est fun, débile, mais bien distrayant. Sinon les gars, y a des personnes à qui vous devez des excuses là je crois. Oui, pardon les voisins, on crie un peu fort. Voilà. Bref, heureusement que la distinguée concurrence est là pour nous remettre un peu de sérieux et de profondeur chez les super-héros quand même. Oh et puis merde, non, je peux pas faire semblant. C'est la fin. La fin d'un univers cinématographique initié par Man of Steel et Batman v Superman. La fin de la vision de Zack Snyder sur l'univers DC. Oui, c'est la fin. Et elle est très sale. Je ne vais pas revenir sur ce qui m'a plu dans ces deux films. Je l'ai déjà fait à l'occasion des Voilà de quoi je te parle 12 et 13, dont vous retrouverez les liens en description. Man of Steel arrive 5 ans après Iron Man et 1 an après Avengers. Cette arrivée tardive est en partie due au fait que la trilogie du Dark Knight de Christopher Nolan, véritable phénomène acclamé par le public et la critique, ne s'est conclue qu'en 2012 et qu'elle n'avait rien à voir avec la future série de films introduite par Man of Steel. L'univers partagé de films adaptés des comics DC est donc à la traîne. Et même si Man of Steel et Batman v Superman ont été rentables pour la Warner, les retours critiques sont bien trop mitigés pour que la production n'en tienne pas compte. Des films trop sérieux, trop longs ou trop lents, un univers installé trop rapidement qui ne fait pas les choses dans l'ordre, préférant présenter tout le monde d'un coup en faisant des références obscures et trop appuyées à leur univers en construction, un Batman qui ne fait pas l'unanimité parce que le sacro-saint Batman est intouchable, les avis plus que mitigés sont multiples. Alors il faut s'adapter sur ce qui marche chez la concurrence. Les Gardiens de la Galaxie fonctionnent, on va faire Suicide Squad, en essayant de garder le ton sombre des deux films précédents, mais en y ajoutant des blagues. Le montage est charcuté, le scénario brouillon, paradoxalement trop tout public compte tenu du concept de voir une équipe non pas de branleurs mais de vrais super vilains, donc de méchants. Voilà une bien pâle copie des Gardiens, et les retours sont plus négatifs que jamais. C'est alors qu'arrive Wonder Woman, un film de 2h20 sur la plus célèbre des super-héroïnes. Et c'est un carton. Le film est indéniablement plus formaté Marvel que les précédents. Et la Warner pense là tenir la solution, s'accorder sur ce que fait Marvel. Les têtes pensantes se disent que c'est ça qui marche, plus que le fait de voir pour la première fois depuis bien longtemps une super-héroïne tenir la tête d'affiche dans une époque de révolte féministe palpable. Justice League, déjà sur les rails, est censé faire exploser l'univers partagé DC au cinéma en introduisant de nombreux personnages de la firme, doit donc être remanié. Plus que ça, il est clair que la Warner veut passer à autre chose. La Justice League de Snyder ne doit plus être le commencement. Elle doit en être la fin. Et là c'est le drame, la fille de Zack Snyder se suicide à l'âge de 20 ans, ce qui engendre logiquement le retrait de Snyder de sa vie professionnelle et de l'univers qu'il avait pourtant contribué à bâtir. Joss Whedon, le réalisateur des 2 premiers films Avengers, est appelé à la rescousse pour finir le long métrage. De son côté, la production décide de réduire la durée de Justice League à 2 heures, pas plus. Des pans entiers de l'histoire pourtant visibles dans les bandes annonces sont tout simplement retirés, tout comme un grand nombre de personnages et d'éléments propres à DC qui ne sont finalement plus introduits ici. Des scènes sont retournées pour y inclure plus de blagues, le montage est charcuté, Henry Cavill en plein tournage de Mission Impossible 6 doit retourner des scènes avec une moustache qui sera effacée numériquement pour un rendu des plus dégueulasses. Lentement mais sûrement, Zack Snyder s'est vu dépossédé de son film. Le drame familial qu'il a subi a en fin de compte facilité les choses à la Warner pour l'évincer plus facilement de l'univers partagé DC au cinéma. Un univers que le réalisateur de Watchmen avait pourtant participé à créer et dont il avait une vraie vision et de vraies motivations pour aller au bout de ses idées. Wonder Woman se voulait plus léger que Batman v Superman, et indéniablement, il l'est. Ce qui n'empêche pas au film de Patty Jenkins d'avoir une durée convenable de 2h20. Et le cahier des charges de Justice League devait le rapprocher du ton initié par Wonder Woman et donc être moins sombre. La décision de la Warner de brider son film à 2 heures maximum n'a donc rien à voir avec une quelconque idée de légèreté. Et compte tenu du fait que Zack Snyder aime prendre son temps pour raconter ses histoires, j'en veux pour preuve la version longue de Batman v Superman, il s'agit bien pour la Warner de mettre des bâtons dans les roues au film et de brandir un joli majeur devant Snyder. Mais essayons d'oublier tout ça. Essayons de simplement regarder le film sans contexte. Qu'est-ce qu'on y voit? Ou plutôt, qu'est-ce que moi j'y ai vu?
Personnellement, je m'attendais donc à ce ton plus marvelien. Et Flash est d'ailleurs là pour nous le souligner avec son comportement gênant et ses gags qui m'ont fait rire une fois sur 10. Cela dit, je m'y attendais tellement qu'au final, dans son ensemble, j'ai été plutôt agréablement surpris. La patte de Zack Snyder est toujours là. On peut le voir dès le début avec l'ouverture sur la reprise de Everybody Knows par Sigrid. On peut y voir des images magnifiques, composées comme Snyder sait le faire, racontant en quelques plans au ralenti bien choisis l'état de la société après la mort de Superman. Et mieux que ça, j'étais persuadé d'avoir réussi à déceler ce qui avait été réalisé par Snyder et ce que Whedon avait retourné. Et bien après avoir lu un article recensant les différents apports de chaque réalisateur au film, il s'avère que c'est bien moins évident qu'il n'y paraît. Je ne jette donc pas tellement la pierre sur Whedon, même si certains passages qu'il a réalisés me font quelque peu grincer des dents. Mais quand le réalisateur d'Avengers dit qu'il a voulu respecter le style de son confrère, j'ai plutôt tendance à le croire. Je pense notamment à la scène qui introduit Batman dans le film, réalisée donc par Whedon. Si jamais vous n'êtes toujours pas au courant, l'univers DC m'est cher. Ce sont mes personnages et ma zone de confort. Le fanservice a donc bien évidemment fonctionné sur moi, qu'il s'agisse de personnages simplement évoqués ou de thèmes musicaux identifiables dès la première note. Mais justement, que Danny Elfman, le compositeur, ait inclus dans ce film le thème de Batman qu'il a lui-même composé il y a près de 30 ans pour un film en dehors de cette continuité, est bien le signe d'un fanservice qui s'attache au passé, à ce qui a déjà marché. Contrairement à Man of Steel et Batman v Superman, la prise de risque n'est plus à l'ordre du jour. Mais le plus dommageable est d'arriver au constat suivant. Alors que Batman v Superman est un film de personnages, Justice League, lui, n'est qu'un film d'action. Et la limitation de la durée du film à 2 petites heures y est pour beaucoup. Les scènes sont par conséquent expédiées beaucoup trop rapidement, et donc logiquement, certaines scènes perdent en émotion. Je pense notamment à la scène pivot qui remet même en perspective Batman v Superman. On ressent les bonnes idées, on ressent l'importance de la scène. Il y a des actions fortes, des images fortes et des punchlines bien pensées, mais qui sont trop rapidement survolées à cause d'un montage surcuté. Justice League est en fin de compte ultra classique, facilement oubliable. Il n'y a plus de parti pris franc comme avec Batman v Superman. Il tient autant debout que l'ère d'Ultron d'Avengers. On a des personnages hauts en couleur, de l'action, des petites blagues à un méchant et de l'héroïsme. Je l'ai trouvé banal, pas mauvais en lui-même mais juste trop lisse pour être remarquable. Oui c'est ça, j'ai profité de Justice League de la même manière que j'ai profité d'un dessin animé DC efficace. Un dessin animé en live action qui a donc coûté 300 millions de dollars. Et même si le style Snyder est toujours palpable et qu'on assiste donc à une douce transition vers un film typé Marvel, la rupture reste rude. La version initiale de Snyder a été recouverte par tout un tas de drames, de choix purement commerciaux et de couardises. Et c'est ça qui est vraiment terrible. Quand on regarde Justice League, on sent que si on pouvait en gratter la surface, un tout autre film s'y cache. Alors oui, c'est triste d'en arriver là. J'ai pas pu m'empêcher d'avoir l'impression d'un effroyable gâchis en sortant de la salle. Alors pourquoi le voilà si haut dans le classement, vous demandez-vous? Eh bien, comme je le disais, ce sont mes personnages, ma zone de confort. Du coup, oui, je pourrais très bien être indigné et c'est sans doute une bonne chose de l'être, mais pour ma part, je vous le dis sans gêne, j'ai abandonné et je me suis résigné. Et les 2 fois que je l'ai vu au cinéma, j'ai kiffé. Allez, enchaînons avec le podium, les 3 films de ce trimestre que je préférerais revoir par rapport aux précédents cités. C'est parti. Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, produit et scénarisé en partie par Ridley Scott, le réalisateur du premier Blade Runner, sorti en 1982. Ah oui, avant toute chose, petite précision, j'ai donc vu le premier Blade Runner et Blade Runner 2049, mais pas les 2047 films entre les deux. Quel con. Blade Runner 2049 fait partie de ces longs métrages qui demandent à être digérés avant d'en parler, car oui, ma première pensée une fois le film terminé a été « Oh là là, mais ce long métrage a vraiment un arrière-goût de tout ça pour ça !» Mais en fait, Blade Runner 2049 est tellement dense et il y a tellement de choses à y voir qu'il me semble difficile de ne pas y trouver un minimum son compte. Et pour moi, ce qui m'a complètement mis par terre, c'est l'histoire d'amour entre Kay, le héros, et l'intelligence artificielle Joy. Mais avant d'en parler davantage sans spoiler, de quoi donc que ça parle-t-il? Blade Runner. Nous sommes en 2049. À l'instar du premier film, les réplicants, des androïdes esclaves créés par l'homme, sont traqués et éliminés s'ils décident de s'émanciper et de ne plus suivre les ordres des humains. Les officiers chargés de traquer ces réplicants renégats se nomment les Blade Runner. Et l'officier Ryan Gosling, appelé Kay dans le film, est l'un d'entre eux. C'est alors qu'une sombre affaire de no spoil va mettre Ryan Gosling sur la piste de Harrison Ford, autrement dit l'agent Rick Deckard, héros du premier film. C'était l'instant résumé. Blade Runner 2049 est réalisé par Denis Villeneuve, un gars pas trop mauvais à qui l'on doit quelques films sympas comme Prisoners, Sicario ou encore Premier Contact. Putain, non, ok, ce mec est un génie. Non seulement il sait nous raconter des histoires solides, mais en plus il a des idées visuelles assez tarées comme dans Ennemi.
Je vous ai déjà dit que j'étais arachnophobe aussi. À gros, je suis la méchante araignée MDR. Vous le savez sans doute, le premier Blade Runner a fait un bide à sa sortie en salle, en partie parce que les producteurs ont pris les gens pour des cons et ont remonté le film en y incluant une voix off supplémentaire pour expliquer l'histoire. Ouais, on en était là. Un écran diffuse le gros plan d'un œil. C'est pour faire un test. L'inspecteur Descartes lève les yeux. Rachel fait tomber la cendre de sa cigarette, pendant que l'inspecteur Descartes regarde. Il observe alors son écran qui grésille. Il lâche alors un P, en espérant qu'il soit silencieux. Victoire. Le film n'a obtenu son statut culte que des années plus tard, lorsque Ridley Scott, son réalisateur, a pu remettre la main sur son long métrage et sortir un montage plus proche de sa vision. Blade Runner est une adaptation du roman Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philip Kindred Dick, un des plus grands écrivains de science-fiction du XXe siècle, dont les écrits ont été maintes fois adaptés au cinéma. Le film a apporté au 7e art une esthétique des films noirs de science-fiction et du cyberpunk plutôt conséquente. La grandiloquence de la ville et l'obscurité crasse qui y règne, par exemple, sont des éléments marquants qu'on a pu retrouver dans des films géniaux comme Ghost in the Shell, Dark City ou encore Matrix. On a donc un ancien bon réalisateur avec une vision d'auteur qui écrit puis confie la suite de son film culte à un excellent réalisateur actuel qui a aussi sa propre vision d'auteur. Et bah vous savez quoi ? Ici, ça marche à fond. Blade Runner 2049 est le digne successeur du premier opus en termes d'image, de décors travaillés, de réa et d'univers. Il ne trahit absolument pas le premier film, mais Villeneuve a aussi réussi à garder son identité, et ça c'est très fort. 2049 a une idée visuelle à la seconde, que ce soit en termes de lumière, de décors, de plans, d'effets spéciaux ou encore d'accessoires. Je pense notamment à l'appareil permettant de... qui est une sorte de manette de montage du futur mêlant électronique et analogique. Incroyable. Mais qui dit donc respect du premier opus, dit respect de son rythme très long. Je m'ai trompé, un rythme c'est lent, pas long, mais j'ai la flemme de réenregistrer ce passage. Et contrairement à son prédécesseur qui dure 90 minutes, Blade Runner 2049, lui, dure plus de 2h40, ce qui est vraiment long, un peu comme ce que j'ai dans le slip. L'anecdote personnelle et intime de Valentin. C'est long et c'est lent, mais du coup il y a à boire et à manger dans ce film. C'est pour ça que l'intrigue principale de 2049, que je trouve desservie par un méchant caricatural, par un Harrison Ford bon dans son rôle mais sous-exploité, et par une fin qui appelle davantage à une suite que le premier film, m'a laissé un arrière-goût de mouais. Mais je retiens surtout 2049 pour son autre intrigue, l'histoire d'amour entre Kay et Joy, son intelligence artificielle holographique. Déjà, cette histoire fait intervenir un nombre important de concepts de SF, autant d'ordre philosophique c'est quoi une IA que purement pratique. Comment je peux avoir une liaison avec un hologramme? Trollol. Ensuite, en termes de romance pure, j'ai trouvé l'écriture de leur relation vraiment belle, crédible et logique, très vraie en fin de compte, alors qu'on parle juste de deux robots qui veulent faire kékette. Vagin. Et enfin, la scène sensuelle du film m'a foutu une claque monumentale de par son concept, ses implications morales et surtout sa mise en scène visuelle complètement dingue. Bref, Blade Runner 2049 est un film à savourer, à digérer, à méditer, compliqué à appréhender de prime abord et dont il est difficile de parler juste après l'avoir vu. En tout cas pour moi. Mais quoi qu'il en soit, Blade Runner 2049 est bien la preuve que quand deux grands noms du cinéma s'associent et nous offrent un film hybride, ça peut aussi être bien. Mais vous savez ce que j'ai trouvé d'encore mieux que Blade Runner ? Ouais, je suis moi-même sur le cul en voyant que cette sympathique comédie familiale de Noël arrive aussi haut. Qu'on soit clair, on est là face à une intrigue ultra classique d'un personnage excentrique catapulté dans notre monde dont il n'en maîtrise pas les codes. Nous sommes les rois mages. Mais ça n'en devient jamais lourd ni trop attendu. Nous sommes simplement à la recherche de Jésus. Jésus, mon mari? Car Alain Chabat est un maître dans l'utilisation de l'humour absurde et surtout, il sait mettre une bonne dose de mignonité dans ses films. Beaucoup de passages pourront par exemple faire penser à des... Avez-vous déjà vu? Et de petits clins d'œil subtils et malins se cachent également au détour de certains plans. Et je ne vous parle pas des quelques caméos présents vraiment marrants. Mais ce qui fait vraiment plaisir à voir, c'est qu'il est évident que Chabat connaît son sujet. Il a construit tout un univers empreint de poésie autour du Père Noël en jouant sur les codes de son folklore. Ne pas céder à la facilité en habillant son Père Noël en rouge, préférant le costume vert traditionnel, en est un exemple parmi beaucoup d'autres. Sa vision bienveillante de la famille moderne, soudée, où chacun y met du sien de manière égale, fait aussi plaisir à voir. Ah oui, et un gros pouce bleu pour le jeu de tous les acteurs et actrices de ce film, y compris ou plutôt surtout des gamins, hyper crédibles et adorables à souhait. Et puis bon, je sais pas pourquoi Alain Chabat a le don de me faire rire quoi qu'il dise. Donne-moi 92 000 comme ça. Bref, on est là face à une comédie française familiale des plus efficaces et bienveillantes. Et ça fait vraiment du bien au paysage des comédies françaises. Santa et compagnie, c'est le genre de petit plaisir qu'on peut consommer au moins une fois par an, tel un petit caramel enrobé de chocolat. Et je ne sais absolument pas pourquoi j'ai tout d'un coup pris cet accent tout à fait chatoyant. Ah oui, et pour finir là-dessus, quel est le rapport entre Santa et compagnie, The Neon Demon, Wonder Woman, My Little Pony, Lion et 50 Shades of Grey? Eh bien, elles ont toutes une chanson de Sia dans leur bande originale. À croire que s'il n'y a pas un de ces morceaux dans un film, c'est un sacrilège. Allez, on passe au premier film du classement, et si vous pensez depuis le début à Star Wars, vous avez eu un bon pressentiment.
Star Wars. Évidemment Star Wars. Quoi d'autre que Star Wars? Je me suis fait avoir par le piège mercantile de George Lucas comme tous les fans. Et Disney a repris le flambeau d'une façon exemplaire. Star Wars, évidemment, ce sont les sous de mes parents dépensés en magazine, ce sont les sous du Père Noël dépensés en DVD, ce sont les sous de mon porte-monnaie dépensés en BD, bande originale, jouets, Lego et goodies à la noix. Mais bien évidemment, Star Wars, c'est un monde extraordinaire. Une galaxie lointaine, très lointaine, pleine de personnages légendaires, d'extraterrestres étonnants, de planètes incroyables et d'histoires merveilleuses. Star Wars, c'est le monde dans lequel nous aimons nous réfugier pour nous rassurer, parce que les épopées fantastiques de cette galaxie sont plus compréhensibles à nos yeux que la réalité quotidienne qui se déroule sur notre propre planète. Chacun a son épisode fétiche qui ravive en lui une flamme que les dénigrements de quelques adeptes du côté orgueilleux de la fanbase n'arrivent pas à éteindre. Star Wars a touché tellement d'individus de tellement de générations. Star Wars a vu l'émergence d'une communauté d'adeptes tellement variée que, quoi qu'il arrive, il y en aura toujours qui crieront au scandale, au nom de tous. J'aime beaucoup l'épisode 7. J'ai l'impression que les personnes qui voient le réveil de la Force comme une pâle copie d'un nouvel espoir attachent beaucoup trop d'importance à ce qui est vraiment du repompage peu subtil en termes de structure, et pas assez à ce qui est différent, notamment en ce qui concerne les personnages, qu'ils soient anciens ou nouveaux, et les nombreuses pistes très malignes qui préparent la suite de la saga. Je ne dis pas que Star Wars 7 est un chef-d'œuvre, mais simplement qu'il n'a pas à rougir des épisodes de la première trilogie qui ont obtenu un statut culte et donc intouchable, alors qu'on pourrait tout à fait exercer le même esprit critique sur ces vieux films si on le voulait. Mais comme c'est Star Wars, que ça fait partie de notre enfance et qu'on ne veut pas briser sa magie, on ne le fait pas. Star Wars, ce sont autant de films qui gravitent autour des mêmes thèmes de la lutte du bien contre le mal et de l'héroïsme. Toujours la même histoire racontée de façon plus ou moins différente selon les opus. Bien, alors, commençons par la réalisation de Rian Johnson. Clairement, j'ai assisté ici au plus beau Star Wars de la licence. Les plans sont graphiquement ultra léchés avec des jeux sur les couleurs, les perspectives, les proportions, les profondeurs de champ et autres astuces lolilol pour rendre une image. Elle est aussi sensiblement différente des autres épisodes de la saga. Johnson a réussi à conjuguer son histoire et sa réal avec les obligations que Disney a imposées à cette trilogie. La trilogie originale, malgré 3 réalisateurs différents, était visuellement cohérente en tout point. Ici, on a un Star Wars avec une identité plus marquée que les autres épisodes qui passent par ses plans esthétiquement appréciables, mais aussi par un montage plus dynamique. Cela dit, l'épisode respecte une certaine cohérence avec le reste de la saga. Nous ne sommes pas dans un Rogue One qui, de par son statut de spin-off, a pu complètement s'affranchir de la forme rigide d'un épisode classique avec générique déroulant, transition en volet, etc. J'ai d'ailleurs un grand respect pour ce traitement différent de Rogue One, même si je n'ai pas vraiment aimé ce film. D'ailleurs, en parlant de ce spin-off, on peut voir au début de Star Wars 8 une scène apportant une notion de sacrifice qui m'a bien plus marqué que l'entièreté du film Rogue One. Concernant la musique, qui est une composante importante de la saga, je l'ai trouvée dans la continuité de l'épisode 7 sans ajouter grand chose. Je vous renvoie d'ailleurs à cette analyse à chaud du copain Tilou qui a un avis très proche du mien, sauf que lui, il sait vraiment parler musique. Concernant l'histoire des derniers Jedi en tant que tel, je suis un peu plus partagé. Commençons par un point positif. Au-delà de leur caractérisation, je trouve que l'évolution des personnages est très bien menée, notamment pour Kylo et Rey, mais les autres protagonistes comme Poe et Finn ne sont pas en reste. Après, d'un point de vue plus structurel, j'ai un peu de mal avec l'intrigue autour de Poe Dameron, Finn et Rose et... Mais qu'est-ce que je suis en train de faire là ? Ok, vous savez quoi, je vais m'arrêter là. J'ai aimé Star Wars 8, j'ai pas tout aimé, mais il m'a fait suffisamment voyager pour que le moment passé dans mon siège de ciné me soit agréable, et c'est tout ce qui importe. Il y a des trucs qui m'ont déplu, que ce soit le traitement de Snoke, l'arc narratif autour de Poe, Finn et Rose qui m'a plus fait penser à une intrigue de Battlestar Galactica qu'à une vraie épopée de space opéra comme Star Wars sait le faire. Mais il y a aussi tellement de choses qui m'ont plu, le traitement de Luke, l'évolution de Kylo Ren et ce qui se prépare pour lui pour l'épisode 9, sa relation avec Rey, bref toute la trame épique impliquant des personnages à la destinée grandiloquente comme Star Wars sait le faire. Je vais vous l'avouer, j'ai eu un mal fou à écrire cet épisode. Ce que vous m'entendez dire maintenant est d'ailleurs quelque chose que j'ai réécrit et réenregistré alors que ma critique de Star Wars était déjà bien avancée sur le banc de montage. Mais ça y est, tous les gens intéressés par la licence ont vu Star Wars 8 et tous ces gens extrêmement nombreux ont pu se faire leur avis. Certains ont crié au génie, certains ont hurlé à la trahison, certains ont voulu imposer leur avis aux autres. Alors à quoi bon ? J'ai récemment pris conscience du fait suivant, si je remets en cause cet épisode, je suis obligé de remettre en cause les autres épisodes de la saga. Eh oui, c'est Star Wars, même si c'est difficile parce que ça touche le petit enfant qui est en nous, si on regarde de nouveau la trilogie originale avec tout le recul possible, on y verra également des faiblesses dans le scénario, dans les effets spéciaux, dans le jeu des acteurs. Star Wars n'est pas aussi parfait que les fans dont je fais partie le pensent. Mais j'aime profondément cette saga et je ne veux pas renier les vieux épisodes qui m'apportent toujours autant de joie quand je les regarde malgré leurs faiblesses. Et parce que je ne veux pas renier les anciens, je pardonne sans hésiter les faiblesses des nouveaux. Et c'est pas pour autant que j'ai un problème avec ceux qui n'aiment pas Star Wars 8, au contraire, c'est important d'échanger quand l'interlocuteur sait écouter et essaie de comprendre. Mais c'est quand je me retrouve confronté à une véritable haine que je commence à me dire qu'il y a un problème. Surtout quand il s'agit de l'œuvre d'un auteur. Un auteur, une personne qui a voulu raconter une histoire, faire vivre une aventure, toucher des gens.
Et nous voilà dans un monde où des personnes vont signer une pétition demandant à Disney de retirer Star Wars 8 de la continuité des films, rien que ça. Des gens qui auraient pu se contenter de remater en boucle leurs épisodes préférés de la saga et de ne s'en tenir qu'à ça, quitte à simplement bouder la suite au lieu de chercher à la supprimer chez tout le monde. Comme d'habitude, tant que c'est pas offensant, je vois pas pourquoi ça devrait être interdit. Personnellement, je signe rarement des pétitions. Mais j'en ai néanmoins signé une récemment, celle qui visait non pas à interdire un film, mais bien à montrer la version de Justice League que son premier auteur, Zack Snyder, voulait nous offrir. Nous ne l'aurons pas, ou au moins pas tout de suite, peut-être dans quelques années comme pour Blade Runner, mais au moins on aura essayé. On aura essayé de pousser Warner à respecter un auteur et sa vision. Comme je le disais à l'instant, j'ai eu un mal fou à écrire ce dernier Cinéma Shop. J'ai tellement de choses à dire et j'ai tellement de mal à les exposer clairement que je vais aller au plus simple. Remercions ces auteurs qui essaient de nous faire voyager, de nous raconter des histoires, de nous transmettre des idées et de la réflexion. Certains le font avec brio, d'autres se plantent pour différentes raisons. S'ils parviennent à nous raconter une histoire qui nous plaît, tant mieux pour nous, et s'ils échouent, passons notre chemin. Ce que je vais dire va être bourré de naïveté, bien que tout à fait sincère, mais on sait tous ce qui nous attend à la fin. Alors ne gaspillons pas notre énergie et notre temps avec de l'aigreur. Ou alors dirigeons-la contre des sujets qui importent vraiment. S'insurger contre un producteur répugnant ou bien remettre en question une méga-corporation qui s'accapare de plus en plus de pouvoir comme l'avait prédit Philippe K. Dick dans son livre Ubik, voilà des colères bien plus saines et constructives que de s'engueuler sur la faculté de Leia à contrôler ou non la force. Enfin, je trouve. On ne manque pas de sujets pour se foutre sur la gueule. Mais par pitié, ne prenons pas la culture comme prétexte. Voilà, c'est la fin. Il est désormais temps de conclure cette émission égocentrée, une émission qui j'espère restera dans vos mémoires. Parce que oui, en fin de compte, à l'instar des photos de famille qui font subsister les défunts, eh bien moi je fais des vidéos pour exactement la même raison. Pour que s'éternise une fraction de ce que je suis quelque part le plus longtemps possible après moi. Et le reflet de ce constat est que pour me sentir vivant maintenant, j'ai besoin de créer, de mettre ma matière grise au travail, mon cœur à l'ouvrage et mes tripes dans mes entreprises. Et c'est bien par la forme et l'émotion que j'ai voulu marquer les esprits. Parler de cinéma n'était en fin de compte qu'un prétexte. Je me sens pas plus légitime qu'un autre pour parler du 7e art. Je doute de tout le temps. Plus j'en apprends, moins j'en sais. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai construit mes critiques autour de moi. Parce qu'au final, moi, c'est ce que j'appréhende le mieux et ce que vous connaissez le moins. Vous n'avez pas regardé une émission de ciné, non, vous avez regardé ma vraie psychanalyse, dont le principe directeur était le cinéma. La mort est certes notre destination, mais l'art sous ses multiples formes, dont le cinéma fait partie, nous accompagne tout au long du trajet. Il nous apporte l'émotion, la réflexion et la distraction dont nous avons besoin pour supporter la route. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé, apprécié et partagé cette émission. Je sais que vous allez regarder ce qui suit jusqu'à la toute fin et ça me remplit de fierté et d'humilité. Merci à tous, Extinction des Feux. Vous venez de regarder le dernier Cinéma Shop.
Ceci est un message peu subtil pour dire que vous allez encore m'entendre parler de cinéma prochainement. Le ciné mashup est fini mais ce n'est pas vraiment terminé. LOL.